Patrick Tam est l'un des réalisateurs majeurs de la nouvelle vague hongkongaise, aux côtés d'An-Hui ou Tsui-Hark, dont il partage le parcours avec un passage au cinéma après des débuts à la télévision. Les films de la nouvelle vague hongkongaise se caractérisent notamment par le dynamitage des genres, les thèmes sociaux et l'observation de la jeunesse locale, et pour l'ensemble, un goût de la rupture de ton visant à échapper au classicisme et secouer le spectateur. Ce qui frappe comme une évidence dans le cinéma de Patrick Tam, c'est d'abord la place qu'ont les acteurs dans son dispositif scénique. Le cinéma hongkongais offrait une myriade de visages, de figures et de corps que le cinéaste a su parfaitement mettre en valeur à travers une théâtralité assumée. Il ne fait pas du théâtre filmé, loin de là, mais il utilise des outils théoriques et scéniques qui sont hérités du théâtre. Il y a la surinterprétation et la surfiguration de ses premiers longs métrages. Dans Nomade notamment, les acteurs exagèrent leurs émotions et leurs interactions dans la première partie du long métrage. Dans Love Massacre, c'est une visite dans un musée qui nous informe de l'état mental des personnages à travers les œuvres et nous indique même l'ultime image. Comme si le monde devant la caméra était un désert, celui du réel, et qu'il fallait signaler ce qui pourtant existe déjà de manière immanente. Comme si le cinéaste se devait d'incarner des idées, donc de transformer la métaphysique en physique, l'intelligible en matérialité. Le cinéma de Patrick Tam ne s'encombre pas des troubles du réel, ou dans ce cas de la vraisemblance, car il se joue à un autre niveau. Le mélodrame, qui est le genre qui domine sa filmographie, lui permet d'injecter de la théâtralité dans son cinéma pour pousser la figuration des passions à l'extrême. Il obéit littéralement au genre qui signifie musique et drame, et qui se traduit dans son cinéma par l'omniprésence de la cantopop dans ses œuvres et de la structure narrative, qui reprend les codes de la tragédie antique. Il établit des variations au sein du genre, en le mélangeant avec d'autres. Dans Love Massacre, le mélodrame devient un slasher. Dans Final Victory et dans My Heart is That Eternal Rose, des films de gangsters. Ces variations existent toujours dans une structure narrative tragique, marquée par la fatalité. Alors que dans le théâtre antique et classique, la fatalité est le signe du divin, donc d'une existence métaphysique, supérieure à celle des hommes. Dans le cinéma de Patrick Tam, ce sont les gangsters qui jouent le rôle de punition divine et d'équilibre moral. Dans My Heart is That Eternal Rose, le boss du gang dit littéralement qu'il est un dieu, et qu'il a le contrôle sur la vie des protagonistes. Cette figuration du divin est justement là où se situe la singularité du cinéaste hongkongais à la croisée des arts, car ce sont les moyens purement cinématographiques qui nous signalent le courroux du boss lorsque l'intensité de la lumière change sur son visage, et le jeu d'ombre donne une emphase à sa colère. Ainsi, l'influence de la tragédie devient une esthétique propre au cinéma de Patrick Tam. Dans le même mouvement, l'utilisation de la musique héritée du théâtre antique, des chœurs, le mélo avant le drame, est également travaillée comme une matière de cinéma. Dans The Sword, elle nous offre une autre dimension. Elle incarne la métaphysique de la fantaisie du wuxia comme une présence envoûtante. Ou dans Final Victory, elle sert aux personnages à communiquer leurs émotions, elle énonce la vérité des corps. Dans Nomade, ou dans My Heart is That Eternal Rose, elle nous informe de l'état des corps et des passions qui les habitent avant même qu'ils s'en aperçoivent, comme si la musique générait l'espace-temps dans lequel se déroulent les œuvres de Patrick Tam. D'ailleurs, une scène dans My Heart is That Eternal Rose nous le fait comprendre, quand Joe Hong et Tony Leung sont assis dans une voiture avec une musique étouffée, qui devient claire et parfaitement audible une fois que Joe Hong sort du véhicule, donc une fois qu'elle est dehors. La musique, plus que de figurer les désirs, est la réalité mélancolique et cruelle à laquelle les corps sont soumis. Les corps sont au cœur du cinéma de Patrick Tam, par le même prisme théâtral et mélodramatique. The Sword joue sur une sophistication des chorégraphies qui met en valeur l'aspect théâtral des postures et des positions, mais surtout de l'espace qui se dévoile
à travers les combats comme dans une danse. Le montage est donc l'outil principal de la mise en valeur des corps, car il laisse le temps à l'acteur d'exister comme un corps dans un espace donné, dans une unité de lieu. L'une des manières pour les chantres de la nouvelle vague hongkongaise de faire leur révolution, c'est notamment en malmenant des genres emblématiques du cinéma local. En 1979, Choi Ark signe ainsi son premier film, Butterfly Murders, qui s'avère totalement atypique dans son traitement du wuxia-pian. Un an plus tard, pour son galop d'essai, The Sword, Patrick Tam va à son tour offrir une vision singulière du genre. Le postulat est un pur archétype du wuxia-pian, et notamment des adaptations à succès de Gulong, réalisées par Chu Yuan, avec ce monde de Jiang Yu où les épéistes ne vivent que pour se défier et régner au sommet de leur caste. Comme toujours chez lui, les personnages sont en quête d'un ailleurs, qui s'incarne dans un prétexte, une béquille, qui peut être l'hédonisme dans Nomade ou le gangstérisme avec My Heart is That Eternal Rose. Chaque tentative de sortir de cette impasse enfonce un peu plus les protagonistes, malgré leurs efforts. Dès lors, le réalisateur instaure une atmosphère suspendue, où chaque joute martiale repose sur une notion de culpabilité et de renoncement. Lee Ma-kin a ainsi renoncé à sa bien-aimée, Yin Su-yu, désormais mariée à Lin Wan, et s'est nourri de ce regret lorsqu'il recroise sa route qu'il va défier le vieux maître d'arts martiaux reclus. Ching Ti et Lin Wan représentent les deux pôles opposés de ses sentiments à travers la figure de l'épée maudite. La culpabilité de cette arme funeste rattrapant le premier, tandis que la volonté de possession du second accélère sa perte d'humanité. Le doyen a compris la vacuité de cette course à la puissance, que ses cadets ne constateront que lors du dernier affrontement qui les laisse hagards, ensanglantés et perplexes quant aux raisons qui les ont menés à ce moment. La bande-son de Joseph Koo accentue cette mélancolie et ce ressenti d'errance, strié par de saisissantes scènes de combat. Patrick Tam paie son tribut au Shambara japonais, en privilégiant les cadrages dynamiques et les environnements réalistes, autant pour se détacher de la tradition de filmage studio de la Shaw Brothers que pour imposer un style vif où les chorégraphies de Chin Soo-tung sont dynamisées par la caméra à l'épaule et un montage heurté qui autorise les idées les plus folles lors du combat final. Patrick Tam aura déroulé un rythme lent, teinté de spleen existentiel, où les duels sont les manifestations d'un mal-être qu'ils ne sauront jamais apaiser. Dès son premier long-métrage, le cinéaste met en scène la souffrance d'exister comme une condition de vie dans le grand théâtre du monde. Dans Nomade, par exemple, les longs plans permettent au corps de se déplacer et de jouer avec la profondeur de champ, comme si le monde était une scène, notamment dans la séquence charnelle du tramway, dans la nuit et dans la scène de la boutique. Les corps se déplacent, se touchent, s'agrippent, se poussent. Le contact entre eux et avec leur environnement nous donne l'impression que les personnages eux-mêmes ont conscience de se mettre en scène. C'est aussi le cas dans Burning Snow, où la jeune héroïne se sait être la proie de tous les regards, et d'une autre, ce qui fait ressentir au spectateur la constante réification dont elle est victime. L'érotisme qui habitait les corps de Nomade devient une malédiction pour l'héroïne de Burning Snow, dans le double jeu de regard. C'est en ce sens que Patrick Tam se sert de l'influence du théâtre contemporain cette fois. Son dispositif semble conscient de lui-même et sert justement à nous faire ressentir, puis penser le réel comme une constante mise en scène. Dans Chérie, une screwball comédie, l'héroïne doit constamment déjouer les mises en scène de ses prétendants et de ses amis, comme si l'émotion sans souffrance devait forcément se parer d'artifices de figuration. On ne peut être fidèle à soi-même dans un monde d'apparence. C'est là où se situe le cœur dramatique des mélodrames de Patrick Tam. La théâtralité de son cinéma se joue également dans le contraste entre la vérité des corps et la neutralité de l'espace. Alors que Hong Kong est souvent le personnage secondaire de la majorité des cinéastes hongkongais, il semblerait que pour Patrick Tam, l'espace hongkongais ne soit pas singulier. Le particularisme qu'est celui de l'urbanisme hongkongais n'a a priori aucune incidence dans son cinéma. Ses œuvres se déroulent à Hong Kong, à San Francisco, en Malaisie, à Taïwan et au Japon. Les espaces du réel que nous dévoile le caméra de Patrick Tam sont quelconques. Ils permettent justement aux acteurs d'exister comme sur une scène. Tout comme la caméra à l'épaule et les plans subjectifs qui ont pour centre de gravité les corps. Dans Love Massacre, cela va même jusqu'à montrer les personnages dans le désert. Dans Final Victory, le Japon se résume à un bâtiment et une ou deux rues. Le fait que les espaces soient réduits à une fonction utilitaire, simplement illustrative, renforce la théâtralité de son cinéma. Il est intemporel,
et ne peut donc s'inscrire dans le réel par une attention à la contingence de ces espaces, mais par une présence symbolique. Les forces qu'il met en scène sont celles des violences et des passions internes, comme des manifestations de structures sociales, dont les espaces ne sont que l'un des symptômes. Comme l'appartement du personnage de Leslie Cheung dans Nomad, ou justement la précarité des quartiers de la Malaisie dans After This or Exile. Dans Nomad, Patrick Tam tisse un dispositif qui navigue entre un réalisme idéal bienveillant et une imagerie stylisée. On baigne ainsi entre romans photo estival et revues de mode papier glacé au teint de pastel, aux voiles diaphanes stylisés et romantiques dans une recherche formelle qui mobilise pas moins de 3 directeurs photos avec David Chung, Peter Ngor et Bill Wong. Tout cela permet de sublimer la photogénie du casting juvénile dans de superbes compositions de plans. Leslie Cheung et la superbe Pat Hart en tête. L'ensemble du film donne donc dans une humeur chill, douce, rose et amusée, que Patrick Tam vient brutalement bousculer dans la dernière partie. Le dispositif sublime parfaitement les corps et les met en valeur. C'est parce qu'ils portent déjà dans leur attitude et dans leur rapport au monde, leurs conditions, que les corps prévalent sur les espaces. Lars von Trier suit également le même traitement extrême de la matière mélodramatique, à travers des œuvres comme Dancer in the Dark ou Dogville. Les deux cinéastes ont cette volonté de mettre en scène la souffrance d'exister. Mais cette souffrance n'est pas absolue. Elle n'est pas inhérente à une vision de la condition humaine. Chez Patrick Tam, elle révèle justement les jeux de domination qui régissent nos sociétés. Elle révèle la cruauté en action. À la fin de Nomad, ce n'est pas une punition aveugle qui s'abat sur les corps bourgeois de Leslie Cheung et ses amis, mais bien la fulgurance du réel dans une œuvre qui justement le mettait à l'écart, à la marge, où les privilégiés ne peuvent le voir. Ce n'est donc pas un hasard que le groupe d'amis meurt de la main vengeresse d'une guerrière de l'armée rouge japonaise, donc des marxistes, qui à l'époque de la sortie du film sont toujours sur des fronts internationaux. Love Massacre nous donne un autre cas de violence sociale, de domination cruelle, à travers l'ingénieur bourgeois aliéné qui devient une machine à tuer des femmes, dans la lignée de « Pourquoi Monsieur R est-il atteint de folie meurtrière » de Fassbinder. Dans Burning Show, qui est l'œuvre la plus âpre de Patrick Tam, l'ensemble des structures de domination s'abattent sur la jeune héroïne jusqu'à la déposséder de son corps et surtout de ses désirs. La photo bleutée de Christopher Doyle apporte une teinte stylisée et oppressante aux ambiances nocturnes, où Tam joue des ombres et silhouettes pour exprimer par l'image la notion de dominant-dominé du couple. Les battants du semblant de salle de bain sont une fenêtre voyeuriste sur le corps nu et offert de chair, quand à l'inverse, une fenêtre de la maison donnant sur la mer déploie un cadre dans le cadre, avec cette vue synonyme d'un ailleurs rêvé. Cette image est un leitmotiv récurrent chez Patrick Tam, qu'on retrouve dans Nomad, ou My Heart is an Eternal Rose, où s'incarne à la fois le désir d'ailleurs de personnages, mais dont les contours rêveurs et oniriques signifient aussi la constante impossibilité de l'atteindre. En observant une autre facette de la masculinité, Cher se découvre également en tant que femme, vouée à autre chose que la gestion du foyer et à la procréation, où la réduit son mari et sa belle-sœur. Cela débouche alors sur un éveil érotique, à la fois commun lors des douces et fiévreuses scènes d'amour, mais également solitaire, dans les scènes où elle semble comme découvrir son corps nu et pâle, sans ce point de vue extérieur qui en faisait un gibier offert aux prédateurs masculins. Des conflits avec les producteurs font cependant échapper le montage à Patrick Tam, et pour la première fois les ruptures sont maladroites, tant dans le ton que la narration, et des enchaînements de séquences incongrus. Il ne reste que la révolte poétique pour Patrick Tam et ses personnages, donc la poursuite de ses passions jusqu'à la mort certaine, puisque l'innocence des personnages secondaires, des corps témoins, est vouée à être détruite aussi bien dans Love Massacre que dans Burning Snow. La révolte poétique, c'est ce que nous propose Final Victory, dont le scénario, écrit par Wong Kar-wai, nous laisse espérer qu'il existe une vie après la passion. Comme si les Bonnie and Clyde de Final Victory n'étaient pas condamnés à mourir, mais à surmonter les obstacles tels des Sisyphe. Et la prison, qui est l'horizon final de l'œuvre, ne serait qu'un obstacle parmi d'autres. Ce n'était pas le cas dans sa dernière œuvre au sein de l'âge d'or hongkongais. Eternal Rose est un beau film, dont l'échec signera malheureusement le retrait de la réalisation pour Patrick Tam, qui ne repassera derrière la caméra qu'en 2007 pour After This or Exile. Patrick Tam se frotte ici au polar héroïque, alors en vogue à Hong Kong, et plus spécifiquement la veine très mélodramatique de John Woo, délestée cependant de l'action hypertrophiée et de l'emphase naïve surannée. On retrouve en fait un peu l'idée de Nomade, avec un groupe de personnages en quête d'ailleurs, mais empêchés d'échapper à leurs conditions, à leur mal-être. Quand cela semblait plus existentiel dans Nomade, c'est le poids du passé qui constitue ici une chape de plomb, condamnée à se transmettre. Le passé criminel de son père et une mission ratée va ainsi briser la vie de la jeune Lap, interprétée par Joey Wong, condamnée à devenir la maîtresse du boss mafieux Chen et à voir son fiancé Rick,
interprétée par Kenny B, s'exiler pour sauver les apparences. Quelques années plus tard, elle n'est plus qu'un joli trophée qu'expose Chen, et vit dans le souvenir de Rick. Ce passé a donc dévié le destin des personnages de sa trajectoire, les emprisonnant dans ce monde du crime, puisque Rick est devenu à son tour un redoutable tueur à gages. Les retrouvailles et explications entre Rick et Lap pourraient cependant leur faire renouer avec une existence paisible, mais leur environnement va constamment les rattraper. On retrouve quelques éléments classiques, notamment dans les scènes d'action qui cèdent parfois aux fusillades au ralenti, mais pour l'essentiel, la violence est sèche, brutale et douloureuse, tel l'assassinat en plein jour, commis sans fioriture par Rick. La première partie du film est celle de l'innocence et du paradis perdu, où l'image retrouve les accents ouatés et solaires de Nomade. Lorsque les personnages s'avèrent désormais avilis par leur expérience, la magnifique photo de Christopher Doyle tisse un écrin stylisé, tout en jeu de lumière bariolé et opaque, jouant sur l'urbanité hongkongaise pour les extérieurs et l'artificialité des espaces hédonistes, boîtes de nuit, bars ou restaurants, pour les intérieurs. Les respirations naturalistes et synonymes d'espoir entrecoupent cependant ce climat oppressant, notamment le motif de la mer et du bateau déjà évoqué, possible passeport pour un ailleurs plus clément. Les lieux ont d'ailleurs souvent une fonction double. La corniche de bateau signifiera la séparation initiale, puis le vrai départ du couple. Le lieu du crime qui les sépare en début de film sera celui où ils trouveront refuge bien plus tard. Et enfin, le restaurant du père voit leurs jeux amoureux innocents avant d'en illustrer ensuite la nostalgie et le fossé qui les sépare, puisque tous deux s'y rendent sans se croiser. Le personnage de Chung, joué par Tony Leung-Chiu-Wai, parfait de candeur juvénile, jeune homme de main mafieux, est à la croisée des chemins de la bascule morale du couple que constitue Lap et Rick. C'est un amoureux transi et un observateur impuissant du drame en marche, mais qui parviendra à maintenir son innocence et son sens moral quand ses aînés n'en auront pas eu le choix. Tony Leung-Chiu-Wai est excellent et offre une prestation tout en nuances pour un personnage attachant qui écarte le film de la seule dynamique d'action et de drame pour ce qui est aussi un récit d'espoir et de rédemption. My Heart is That Eternal Rose emprunte au film de triade et au polar d'action sont tout à fait en lettres et trouve sa force dans cet entre-deux, même si ce sera sans doute une des raisons de son échec commercial et du retrait de Patrick Tam, désormais mentor de la génération suivante, Wong Kar-wai en tête. 我話俾你阿爸知我走啊！快啲過嚟啊！我等你㗎，唔好俾我嘴賓妹啊！ Mais dans son ultime œuvre, le cinéaste plonge dans la violence et la souffrance au cœur de ses précédentes œuvres, sans passer par les structures du genre. After This or Exile s'applique à nous montrer la dérive d'un homme et son fils après le départ de sa femme, comme une descente dans l'enfer social. La théâtralité du cinéma de Tam s'efface peu à peu, pour nous offrir une errance qui dévoile précisément la cruauté du monde, non pas comme une absurdité divine, mais comme un système établi dont on accepte l'extrême violence par pur confort. C'est justement ce qui se joue en filigrane dans le dernier long métrage du cinéaste. Le confort bourgeois est devenu la ligne qui, une fois franchie, rend la violence parfaitement acceptable. Les espaces quelconques de Malaisie incarnent de manière incisive ce monde dont Patrick Tam tente de dévoiler la souffrance, par le fait qu'il ne marque pas précisément un rapport de domination unilatérale, mais que les corps qui les composent, eux, le font à tous les niveaux. Que ce soit l'homme ou son fils, les corps vont progressivement porter les symptômes de leur classe sociale, donc les blessures, la transpiration et la négligence qui accompagnent leur vie interlope en marge de la société. Le théâtre de la cruauté qu'est le monde dans le cinéma de Patrick Tam trouve en cela une puissance que les structures de ses œuvres précédentes nous rendaient acceptables. Et comme le garçon devenu un jeune homme à la fin du film, nous ne devons pas nous leurrer à croire qu'il existe un futur dans l'ignorance de la violence passée, à travers l'illusion du confort présent.
人ちょっとそこのけぶち割るぞでっかいこの岩さあどけさあどけまだシャバにゃ帰れ